ici. Oui, Villeneuve-la-Comtale pour Clément Adair, c'est près de Castelnaudary, je suppose. Oui. Et Bernard, bravo pour tes recherches sur le cardinal Paf en Belgique. Merci beaucoup, Philippe. Écoutez, Thierry, Géant, Pays, anciens aérodromes, là-haut, droit devant. Dans le vent, mais enfin, je peux tirer un QDR, je ne sais pas comment passer. Vous pouvez passer. Vous pouvez passer le micro. Thierry Géant, anciens aérodromes. J'ai un petit peu dans mon passé la gestion de l'aéronautique, des infrastructures aéronautiques, notamment dans l'armée de l'air. Et ce qui vient de nous être dit me conduit à toujours me questionner sur les motivations des collectivités locales qui acceptent la décentralisation des infrastructures. Voilà, je n'irai pas plus loin. Oui. Quelqu'un veut réagir à la remarque de Thierry? Pas nécessairement. Alors, j'avais mis quelques petites questions. C'est surtout pour alimenter le débat, parce qu'on a vu du patrimoine qui est excentré, qui est complètement perdu, du patrimoine qui peut être en ville. On en a des exemples dans la salle, on va en parler. Donc, si j'ai mis ces petites questions, c'est vraiment pour vous inciter à donner votre sentiment sur ces points-là. Est-ce que c'est difficile de vivre l'éloignement urbain, par exemple Paris? Est-ce que vous pourriez nous dire quel est pour vous le sentiment d'avoir un hangar à défendre en plein cœur de ruralité, au-delà du fait qu'il faut beaucoup d'énergie pour aller chercher peut-être des sponsors, des mécènes? Est-ce que c'est délicat? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet? Comment vous voyez est-ce que c'est une difficulté ou est-ce que c'est un atout au contraire parce que vous avez de l'espace oui. Il y a quelque chose. Donc, vous avez vu la situation du hangar des Cosus est en pleine campagne et dans le Cotentin, et on est un peu isolé, on est complètement isolé, c'est-à-dire que en fait le flux de touristes qu'on a qui vient visiter est très faible parce que bon, vous voyez la forme du Cotentin, donc il n'y a pas d'arrière-pays et donc on est vraiment on est loin de tout. Loin de tout, et pour nous c'est une difficulté. C'est une difficulté. Est-ce qu'il y aurait un prérequis, d'après vous, pour arriver à faire que le flux soit plus grand? Parce que vous communiquez beaucoup. On communique beaucoup. Donc ça, c'est un premier point, c'est une obligation. En fait, le problème, c'est qu'on a beaucoup de visiteurs locaux et peu de visiteurs nationaux. D'accord, d'accord. Je voulais vous demander, vous aviez un site internet? Alors, on a un site internet que vous pouvez trouver, c'est Aérobase, hein, c'est pas arrobase, c'est Aérobase. Ça peut peut-être un coup effectivement d'aller voir ce site-là. Est-ce que la salle a des choses à dire? Oui. Jean-François, oui, grenier de l'aviation en plein de ville, il y a des choses à dire, je pense. Est-ce que c'est compliqué ici? Voilà, ici, voilà. Excusez-moi, bonjour. Alors, je veux bien que vous vous présentiez. Hein. Oui, je suis Louis Brocker, le vice-président du Morbihan Aéromusée. Voilà. Pour défendre la ruralité, effectivement, de monsieur, ce serait bien, dans la mesure du possible, de sensibiliser les offices de tourisme qui sont dans les régions, de façon à faire quelques dépliants et autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en touriste et qui s'adressent aux offices de tourisme pour avoir les endroits visités, pour avoir les endroits marquants de ces régions. Donc effectivement, ce serait bien de les sensibiliser, ces gens-là. Donc c'est un acteur incontournable, de toute façon. Absolument. Oui, bonjour à tous. Jean-François Leclerc, c'est Aéroscope Atlantique à Nantes. On vous avait présenté ce que nous faisons l'année dernière. D'abord, je voulais poser une question à l'intervenant. Votre situation, vous dites qu'en pleine campagne comme ça, vous vous sentez très isolé, loin de tout.
Est-ce que vous n'avez pas un apport important de visiteurs, de gens qui s'intéressent à ce que vous faites, avec la proximité des plages du débarquement, du Mont Saint-Michel, puis je sais pas, j'en oublie quelques autres sûrement. Oui, alors c'est vrai que les plages du débarquement, ça attire énormément de visiteurs. Et justement, là, en plus cette année, on va fêter le 75e anniversaire, donc il va y avoir des tas de manifestations. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les visiteurs montent jusqu'à Omaha Beach, Utah Beach, Sainte-Mère-Église, bien sûr, et puis après, ils s'arrêtent. Et nous, on est un petit peu au-dessus. Et alors, bon, ils ne vont pas jusque-là, et puis sinon, ou alors ils vont du côté sur la côte ouest, et donc le Mont-Saint-Michel. Et on a du mal à récupérer ces visiteurs du débarquement. Alors moi, c'est comme ça que j'ai découvert votre regard, hein, parce que j'étais venu refaire un tour du côté des plages du débarquement, et c'est comme ça que j'ai découvert ce magnifique hangar. Hein. Alors l'autre point que je voulais aborder, c'est nous, on est en ville. Voilà. C'est la cœur de ville. Et on voudrait bien en sortir un petit peu pour aller sur un endroit où il y a des avions. On serait mieux. Voilà. Et notre autre difficulté est une difficulté de faire travailler ensemble d'autres intervenants tout autour de nous. C'est vrai que c'est pas toujours évident et que les forces ne se dispersent pas. Mais je vois Claude de l'Amicale du Super Constellation qui opine, c'est aussi un Nantais. Voilà. Et donc, si vous avez des trucs là-dessus, on est preneur. Hein. Bon, je crains qu'il n'y en ait pas. Ah, on est là pour échanger. Luc Fournier, pour la culture des villes ou la culture des champs. Et j'ai un deuxième micro. Du patrimoine aéronautique, il y en a partout, Luc. Oui, alors ce que je veux dire, c'est que on est un petit peu dans un je dirais pas un cercle vicieux, mais enfin on est donné un petit peu contradictoire, c'est-à-dire que faire du patrimoine aéronautique et du patrimoine technique en général à la campagne, bon, en général c'est très intéressant parce que on a de l'espace, on trouve de l'espace assez facilement, mais en revanche, ce qui est difficile à trouver, ce sont des visiteurs. Alors, en revanche, quand on fait du patrimoine aéronautique ou technique en général en ville, alors là, c'est un autre problème qui surgit. Le potentiel de visiteurs existe, mais en revanche, on a la pression immobilière. Et ce que je veux dire notamment, c'est, moi je me fie un petit peu à mon expérience professionnelle, et on a eu le problème, par exemple, à Montaudran, où on a inscrit l'ensemble des pistes, d'une bonne partie des bâtiments et tout ça, et l'architecte des bâtiments de France a donné son accord à des constructions en abord des anciennes pistes de l'aéroport. Donc, en fait, que ce soit d'ailleurs, ce que je dis est valable aussi bien pour l'aéronautique, pour les anciennes usines et toute cette sorte de choses. C'est qu'à partir du moment où on est en milieu urbain, on a toujours la pression immobilière qui est là et que des installations qu'on va essayer de faire vivre, que des passionnés vont essayer de faire vivre, et vont avoir beaucoup de mal à maintenir, je dirais, une certaine intégrité du site et, je dirais, de la mémoire du site. Ce n'est pas si évident que ça, et je dois dire que je constate ça donc dans tous les domaines du patrimoine. Oui, d'accord. Donc c'est une vraie fragilité. Voilà. Philippe Renaud, avec le gars. Bonjour, je vais parler là au titre du normand d'adoption que je suis pour les amis du musée Radar, puisque ces problématiques urbaines et rurales sont celles au milieu desquelles je me dis comme tout le monde. Une chose que je voudrais souligner, en particulier par rapport à la présentation de l'appareil et au lien qu'on a avec les collectivités locales. Je résumerai en un mot. J'ai l'impression que certaines de nos démarches associatives qui sont empreintes de passion et de bonne volonté font peut-être parfois prendre les choses un petit peu à l'envers. Et par exemple, un classement qui n'est pas à l'initiative d'un propriétaire peut amener à quelques réactions comme celles qui ont été décrites là. Donc je crois que le maître mot, c'est de travailler en coopération avec les collectivités locales. C'est la condition sine qua non pour que nos projets associatifs qu'on a
toujours envie de porter, puissent devenir à leur tour les projets des collectivités locales. Et dans ce cas-là, on peut espérer un soutien financier qui est celui qu'on cherche. Alors que si on développe notre projet individuellement dans notre coin, c'est difficile ensuite de convaincre. Les collectivités, à tous les niveaux, qu'elles soient locales, régionales, ont des réelles difficultés de toute façon à obtenir elles-mêmes, enfin, en tout cas à dépenser les budgets. Moi, j'honore certains de nos élus qui, finalement, n'ont rien d'autre à faire que de s'efforcer de faire bon usage des deniers publics. Donc ce qui est important, c'est de montrer que nos projets d'abord sont intéressants pour toute la collectivité, pour l'ensemble des populations. Il y a des choses qui sont plus vendeuses, hein, effectivement, aujourd'hui. Il faut que ça soit bien pour les jeunes, il faut que ça soit bien pour les femmes. Mais n'empêche qu'il faut savoir jouer le jeu et s'inscrire dans cette lignée-là. Et concrètement, il y a des réseaux, donc là je leur parle à nouveau aux Normands. Il existe en Normandie un établissement public qui s'appelle la Fabrique de Patrimoine et qui est un réseau colossal qui regroupe une centaine de musées différents et dont l'esprit est bel et bien de celui-ci. Demain, samedi, on sera en colloque international à Tatillon, sur l'île, et sur le retour, je pense que dimanche, je passerai vous voir. Et puis, hier, j'étais en assemblée générale de ce qui s'appelle le GRAM, qui est le groupement des associations d'amis de musées, dont il y a certainement beaucoup de membres ici même. Il y a un GRAM Normandie, c'est régional, mais il y a des GRAM dans toutes les régions administratives et une fédération qui est la Fédération française des sociétés d'amis de musées. Et la fédération s'attache effectivement à avoir les meilleures relations possibles avec les collectivités locales. Donc ce sont des pistes que j'invite les amis de tous ces musées à suivre. Merci beaucoup. J'aurais aimé avoir le point de vue pour l'armée de le colonel Richard. Véronique, l'armée est concernée d'un titre, les bases aériennes, la ruralité, la ville. Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur ce point de vue? Est-ce que par rapport aux ateliers ou aux bases, quelles sont les fragilités ou au contraire les atouts d'être isolés? Alors, pour les bases aériennes, bonjour à tous. Donc effectivement, les bases aériennes, comme vous le savez, à part Paris, on est tous plutôt dans les champs que dans les villes. Moi, je ne peux pas me prononcer sur les difficultés qu'ont les bases aériennes vis-à-vis des collectivités locales. La seule, je dirais, actualité qui nous intéresse pour le moment, et ça a été, vous avez dû en entendre parler, c'est la fermeture proche de la base aérienne, ex-base aérienne de Châteaudun, qui est bien sûr à la campagne, et dont la collectivité locale est fortement intéressée. Donc là, pour le coup, il y a vraiment un partenariat, enfin, il y a une forte osmose avec la collectivité locale, la communauté des communes du Dunois et la mairie elle-même, qui veut sauvegarder ce qu'elle peut sauvegarder de Châteaudun, mais à ce stade, je ne peux pas vraiment parler. Oui, il y a quand même une symbiose entre la collectivité, l'armée et... Oui, tout à fait. Eux, ils sont tout à fait tristes de voir partir, on va dire, l'armée. Voilà, je suis d'accord. Merci beaucoup, Véronique. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur ce... Oui, alors, lui, il y a plusieurs. Ici, voilà, Philippe Boulet, Union française des hélicoptères. Bonjour à tous, Philippe Boulet, Union française de l'hélicoptère. Je voulais rebondir sur ce qui a été dit en partie à propos ville ou campagne. Il y a juste en face de cette institution l'héliport de Paris, qui est un lieu hautement historique s'il en est, puisque, comme vous le savez, énormément de premières y ont eu lieu. On a un peu l'impression qu'il est oublié, et nous essayons de le faire vivre parce que nous y vivons. C'est un lieu de patrimoine vivant, des hélicoptères, ils volent encore. C'est le seul lieu de la très grande histoire, de la très ancienne histoire de l'aéronautique, où ça vole encore. Or, ce qu'on constate, nous, c'est que dans un milieu urbain, le patrimoine est également défavorisé par le fait qu'il est noyé par un certain nombre de choses. En particulier, vous doutez que 6 hectares et demi de terrain en bordure de périphérique, ça vaut de l'argent, et ça peut susciter des convoitises.
je voudrais quand même rappeler que c'est pas seulement... Pour moi, il n'y a pas de vraie différence de fond entre le patrimoine aéronautique urbain et le patrimoine aéronautique rural. Il y a un problème soit de noyade permanente dans l'administration et dans le terrain local, et probablement un problème d'isolement aussi, mais qui n'est pas le même pour nous dans les... Merci. Merci. Ah oui. Ah, la culture. Merci beaucoup. Oui, ce que je voulais dire aussi, je reviens un petit peu sur ce que viennent de dire Philippe et Véronique, c'est que ce que j'ai pu remarquer en effet dans les grandes réussites, dans les projets qui ont mûri, qui sont arrivés à quelque chose, c'est qu'en effet il y a la conjonction de plusieurs acteurs. C'est-à-dire que la volonté des passionnés est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et en effet, j'ai remarqué que pour avoir étudié notamment des musées d'industrie, que en fait les projets qui ont réussi, il y avait d'abord bien sûr les propriétaires et les passionnés, les associations, il y avait ensuite les collectivités territoriales et il y avait enfin l'État. Hein. Donc je vois également pour une ville qui m'est chère, qui est Rochefort-sur-Mer, où il y a le musée de l'aéronaval, et je pense que le musée de l'aéronaval, petit à petit, qui n'est plus sur une base, puisque je crois que les terrains ont été cédés maintenant à la gendarmerie, ce n'est plus l'armée de l'air, là encore, il y a, je dirais, une volonté locale de faire quelque chose et de faire en sorte que ce musée ne soit pas simplement, je dirais, un lieu où quelques passionnés s'amusent à réparer des avions, enfin, etc. Et puis enfin, dernière chose, je pense qu'on arrive à faire quelque chose d'encore plus attractif lorsque l'on mêle les deux, c'est-à-dire lorsque l'on mêle l'architecture, et on l'a bien vu pour le hangar d'Écosville, et également du matériel. C'est-à-dire qu'il faut qu'un hangar dirigeable sans dirigeable, c'est plus très parlant. Donc, et ça, je crois que c'est vrai pour la part aussi, hein, bien sûr, pour le centre de la... Oui, devant Yves de la Poise, je vais pouvoir le... Non. Ah oui, après. Bon, et après Yves. Je vais essayer de faire recours. Oui, non, pas de souci. Pour rebondir sur tout ce qui a été dit, une expérience sur Montodrame d'une vingtaine d'années, on a fait classer en 97 une partie du bâtiment. C'est vrai qu'il y a toujours de la pression immobilière, ça c'est permanent. Par contre, on parle des collectivités locales, elles changent. Et les gens qui nous ont classés en 97 n'étaient plus les mêmes au bout de 5 ans. Et tous les 5 ans, on change de municipalité. Et tous les 5 ans, le problème est à revoir. Donc c'est une des grandes difficultés. Là, il n'y a pas de constance. Merci Gérard. Devant Yves de la Poise, et puis on fera peut-être... Et ensuite, on va faire plaisir d'une respiration. Après Yves de la Poise et puis Bernard Gabol de la Para. Oui, merci. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Luc. Et vous savez, on travaille ensemble depuis quelques années et sur à peu près les mêmes thèmes. Donc, je disais dans une autre intervention nationale avec Luc, ce qui est très important dans vos associations en général, c'est de nommer quelqu'un qui soit chargé de la communication. C'est certainement le cas chez vous, hein, je ne sais pas, mais c'est très important parce qu'il a dit exactement ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire la relation importante entre l'association, la communauté de communes, le département, l'État, etc. Mais sans communication, effectivement, on n'avance pas sur... vous avez au sein des associations, en tout cas celles que nous connaissons, Luc et moi, des personnes absolument formidables qui sont passionnées, etc., etc. Mais ils ne savent pas communiquer. Enfin, la plupart du temps, ils ne savent pas communiquer. Bon. Alors, si on veut aller chercher des subventions, il faut de la communication. Ça, c'est sûr. Bon. Et alors, je rebondirai sur ce que je disais tout à l'heure sur Écosville, c'est que vous avez la chance d'avoir Berne. Alors, mais faites un buzz là-dessus, mais formidable. En plus, c'est un garçon extrêmement sympathique. Il peut être très agacé de temps en temps, mais c'est un garçon extrêmement sympathique. Vous l'invitez à vos manifestations, il viendra peut-être pas tout le temps, mais je suis sûr qu'il viendra vous donner un coup de main une ou deux fois, et je crois que le buzz, etc., fera que vous aurez des visiteurs, vous aurez... Enfin, moi je pense. Bon, je suis désolé, je parle beaucoup, je suis un ancien DIRCOM, donc... Ça c'est pour Écosville. Mais je voulais revenir sur votre intervention, monsieur, sur votre association Apara. Et j'ai noté que
vous aviez besoin de subventions. Alors là, c'est pareil, n'hésitez pas. Allez frapper à la porte de la fondation locale, vous l'avez peut-être déjà fait, je n'en sais rien, mais c'est, à mon avis, je pense que vous allez trouver peut-être des petites souscriptions, mais en tout cas, les petites souscriptions faisant ce qu'elles sont, vous arriverez à obtenir un petit peu de subvention. C'est peut-être une bonne chose, et puis en plus, ça aide à faire connaître, avec l'aide de la fondation, votre travail, votre association, comme le fait l'association de l'éducation. Merci beaucoup. Bernard Gabolt, oui, nous sommes en contact avec M. Maréchal de Toulouse, de la Fondation du patrimoine, auprès duquel nous sommes en train d'établir un dossier pour la restauration du Storch. Et je voudrais revenir sur les péripéties de la demande de classement. Quand le centre de vol à voile de la Montagne Noire a fermé en 1980, l'ensemble des installations ont paru sur le BOAD à vendre et n'importe qui pouvait acheter le site de la Montagne Noire. Il y avait sur les rangs la Légion, il y avait un fabricant de chaussures, à ma connaissance, et heureusement que le recteur Chalin a monté ce dossier avec la mairie de Revel, qui a pu prendre son AOT à cette date-là, et donc le terrain les installations n'ont pas été vendues. Quand, quelques années après, la commune de Revel a dénoncé cet acte d'occupation temporaire, nous avons craint que l'histoire recommence, c'est-à-dire nous avons craint que le centre de nouveau soit à la vente. Et la commune de Revel ayant dénoncé l'AOT, le centre, à ce moment-là, en 2002, était géré par l'aviation civile de Blagnac, par l'intermédiaire de M. Marzloff, à qui j'ai fait part de notre inquiétude et de notre demande de classement. C'était eux qui géraient le site, et la mairie n'était pas du tout, elle avait abandonné le site. Donc quand nous avons fait la demande de classement, nous en avons fait part à l'aviation civile de Blagnac, et nous avons fait notre demande de classement au moment où le centre était revenu d'État et où il était géré par l'aviation civile de Blagnac. Et la mairie ayant abandonné le site, je n'ai pas cru nécessaire d'en faire part à la mairie à ce moment-là. J'ai été convoqué ensuite parce que la publication du classement a pris un certain temps, j'ai été convoqué donc par la communauté de communes plus tard, quand l'État leur a confié le site, et j'ai expliqué que donc j'avais fait les demandes tout à fait légalement à cette époque-là et qu'ils n'étaient pas concernés. N'empêche que je me suis trouvé enfermé dans cette situation. Merci Bernard, on va peut-être... C'est délicat. Une dernière question, puis on a le temps de faire une pause. Je vous propose de faire une petite pause. Après, on fera une petite respiration de 10 minutes. Voilà. Merci. Avec Christian Ravel, le musée de l'Air de Angers. Notre ami de la Fondation du patrimoine a dit deux mots très importants qui sont Fondation du patrimoine et communication. Sur ces deux mots, notre propre musée travaille avec la Fondation du patrimoine depuis plus de 20 ans. Grâce à eux, nous avons pu sauver un avion unique qui est le Moinet Jupiter qui revole depuis 6 mois. Un autre étant un autre appareil rarissime puisque un seul existe encore en Europe, est en cours de réalisation. Nous avons les meilleures relations avec la Fondation du patrimoine. D'autre part, le mot communication. Je pense que la communication, il faut être conscient que nos élus, qui gèrent des centaines ou des milliers de personnes, quand ils voient 10 fondus qui viennent restaurer un avion, un planeur, un bâtiment, on ne pèse pas grand-chose politiquement. Il est donc nécessaire, et c'est même absolument capital, que cette communication existe. Comment doit-elle exister? Très souvent, j'ai des amis associatifs qui nous disent « oui, mais on a fait un site internet ».
Est-ce que vous imaginez qu'un maire, un député, un président de conseil général a le temps d'aller visiter le site internet d'une association, aussi belle soit-elle? Évidemment non. Donc il faut passer à une communication papier, qui n'est pas forcément un truc de luxe, mais il faut également réaliser qu'un simple 4 pages sous format A3, une fois plié en 2, ça fait du A4, une fois replié en 3, ça rentre dans la lettre que vous timbrez avec le timbre marron ou gris qui ne coûte vraiment pas grand-chose. Il faut avoir ciblé les gens. Envoyer ce genre de bulletin à nos membres, c'est parfait, c'est nécessaire, mais nos membres, par principe, ils savent ce qui se passe dans la boutique. Il faut cibler le maire, son directeur de cabinet, parce que le maire a généralement trop de travail, le conseiller général, le député. Et je rajouterai un troisième mot qui me paraît absolument capital, c'est l'humain. Nous avons, puisque nous sommes majoritairement sous une forme associative, nous avons une assemblée générale, nous avons une galette des rois, nous avons l'anniversaire du président ou de la secrétaire. Pensez à les inviter. Il est bien évident qu'ils ne viendront pas. Ils ont autre chose à faire que de venir couper la galette des rois. Mais ils ont reçu, c'est-à-dire que notre association a valorisé ces gens-là. C'est ce que nous avons arrangé depuis presque 40 ans que nous existons, avec quand même des résultats qui sont appréciables. Et je crois que c'est absolument capital, ces 3 mots, fondation du patrimoine, communication et humain. Merci. Merci beaucoup, Christian. Rapidement, Luc Bastard, je représente Centrale Histoire, mais en fait je parlerai au nom de Renault Histoire, puisque je suis actif dans cette association. Je réagis à votre questionnement. Comment faire passer le message de l'aviation en cœur de ville entre grosso modo plutôt Suresnes, Boulogne, Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Vélizy, Toussus-le-Noble, etc. Pendant la guerre de 14-18, il y avait l'essentiel de l'aviation française. Et on a été incapable de monter un événement sur l'aviation pendant la commémoration de 14-18. Pourquoi? Parce que les villes ne sont pas tellement concernées. On n'a pas réussi à mobiliser la mairie de Boulogne-Billancourt sur ce thème. Et nous, on a beaucoup développé l'aspect aviation dans la commémoration de 14-18 à travers des films. Donc il y a un sujet qui est dans ce coin qui est essentiel en 14-18, on n'a pas la mémoire des choses. Existe-t-il un prérequis? Il n'y a pratiquement plus rien d'industriel dans la région. Il reste, c'est vrai, l'héliport qui était actif à l'époque et d'autres aérodromes, pardon, je n'ai même pas le vocabulaire. Et il reste des entrepôts, je le signale, le long de l'A86, quand on n'est pas loin de Versailles, au niveau de Jouy-en-Josas. Et ces entrepôts, pour des images que j'ai vues, qui datent de 1918 et qui concernent des projets Renault de l'époque, doivent dater de la Grande Guerre. Autrement dit, vous avez là, peut-être, en région parisienne, des vestiges qui ont une possibilité. Mais en tout cas, mon expérience, pour avoir essayé et tenté quelques ballons, c'est que les communes locales d'un truc qui était historique, clé, et qui vraiment participait à la commémoration, eh bien, on pas saisi la balle au bon. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est vrai que ça pose question. On n'a pas encore toutes les réponses. Et Yves Delapoise, et puis on fera notre pause. Vraiment 2 minutes. Mais pour rebondir aussi, j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est que, et je reviens sur ce que disait notre ami d'Angers, il y a une personne qu'on oublie assez souvent dans le bâtiment, enfin dans le patrimoine industriel, bâtiment industriel ou technique. C'est l'architecte des bâtiments de France. Alors nous, la Fondation, on a opté en général pour n'avoir que des bonnes relations avec les architectes des bâtiments de France. Il y a peut-être des petits écarts de temps en temps, mais généralement, nous avons de très bonnes relations avec les architectes des bâtiments de France. Dans le cadre du plan de communication, travaillez avec eux. Invitez-les, faites leur part de vos doutes, intégrez les architectes des bâtiments de France dans votre réflexion. Souvent en amont d'ailleurs, c'est la meilleure des choses. Parce qu'une fois qu'ils sont mêlés en amont à vos projets, c'est toujours délicat après de les voir changer d'avis. Intégrez-les, invitez-les, informez-les.
Et passez par la Fondation du patrimoine si vous le souhaitez, ce sera toujours, ils seront toujours d'accord pour le faire. Et je pense que ça facilite, d'abord il participe à la communication et à faire connaître votre projet, hein, c'est quand même une bonne chose. Et puis ensuite, si vous les avez bien intégrés, je pense qu'ils seront assez bienveillants, enfin souvent bienveillants en tout cas dans l'aide qu'ils vous apporteront dans votre projet. Merci beaucoup. Je pense que là, on a beaucoup de conseils. Merci. Je vous propose 10 minutes de pause. Ce qu'on fera, c'est que le déjeuner